Bonjour. Et nous allons commencer avec le mot de bienvenue qui sera fait par le docteur Bangambe, qui est le médecin directeur de HG Hospital. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous tous. Merci d'avoir sacrifié votre précieux temps pour être ici et de se déplacer pour être au rendez-vous. L'objectif de cette campagne de sensibilisation contre l'AVC en République démocratique du Congo est de réduire la morbidité et la mortalité liées aux AVC en améliorant la prévention, la détection précoce et la prise en charge. L'hôpital HJ s'engage à promouvoir cette campagne sur 5 axes. Le premier axe, c'est l'éducation et la prévention. Le deuxième axe, c'est la détection précoce. Plus tôt un AVC est détecté, meilleures sont les chances de réduire les séquelles. Le troisième axe, c'est améliorer la prise en charge. Ici, c'est former les professionnels de santé sur le protocole de traitement et la réadaptation des AVC. Le quatrième axe, c'est le soutien aux survivants. Ici, on sensibilise sur l'importance des soins de suivi de la réadaptation pour les personnes ayant survécu à un AVC. Le cinquième axe, enfin, c'est les plaidoyers et la mobilisation. C'est sensibiliser les décideurs politiques, les médias et le grand public sur l'impact des AVC et plaider en faveur des politiques de santé publique visant à réduire la prévalence plutôt des AVC en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous demandons à tous les participants d'être très attentifs. Je vous remercie. Merci au docteur Bangambe pour ce mot. Nous passons à présent à la première présentation, celle du professeur Guy Bomoko, qui va nous parler de l'environnement cérébral et capital cérébral. Merci pour la parole. L'occasion pour moi de remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette matinée scientifique. Lorsque vous observez les titres de ma présentation, de mon intervention, ça paraît hors sujet. Mon intervention s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale sur le cerveau. Chaque 22 juillet plutôt de chaque année, le cerveau est célébré. C'est dans ce cadre que moi j'interviens. Et lorsque vous analysez toutes les interventions en rapport avec cette journée du cerveau, vous vous rendez compte qu'il y a un concept qui apparaît, c'est le concept du capital cérébral. Où sont déversés les plastiques venant de tous bords. Non seulement ces plastiques sont toxiques, mais en plus quand ils sont brûlés à longueur de journée, donc nous sommes exposés aux fumées qui sont toxiques. Et dans ces fumées-là, se dégagent des substances cancérigènes et neurotoxiques. Il y a également les CO2 libérés par nos véhicules. La plupart de nos véhicules ont plus de 20 ans d'existence. Tout ce que nous achetons venant de l'Europe, venant de Dubaï, a déjà circulé pendant au moins 20 ans. Et quand ces véhicules arrivent, ils nous exposent à toutes ces pollutions avec des substances telles que le NO, l'azote, le sulfate, le plomb. En plus des troubles qui peuvent affecter les cerveaux, il y a également des maladies respiratoires. Or, les poumons sont un filtre pour le cerveau.
Il y a les maladies plutôt cardiovasculaires et il y a des perturbations de la défense intestinale parce que le système intestinal ou immunitaire intestinal constitue une barrière vers le cerveau. Il y a une relation étroite entre notre microbiote ou le microbiome et le système nerveux central. Être délétère vis-à-vis des neurones. La pollution de l'eau, n'en parlons pas. De quelle année datent nos tuyaux qui transportaient l'eau de la régie des eaux? Heureusement, il y a un effort qui est fait dans le sens de remplacer les tuyauteries métalliques riches en plomb, à l'origine du saturnisme. Je ne vous apprends rien, vous avez appris ça, et qui peut affecter également le cerveau. Voilà, c'est ici que s'achève mon intervention, qui était très succinct, mais qui s'inscrit dans le cadre des premiers objectifs que le médecin directeur a présenté ici, c'est-à-dire la sensibilisation. Donc nous avons tous le devoir de nous sensibiliser les uns les autres pour nous éviter du bruit dans les quartiers, pour nous éviter les fumées dues à des incendies ou à des détritus que nous brûlons à longueur de journée. Nous avons intérêt à gérer notre régime alimentaire et d'être porteurs des messages de sensibilisation que vous venez d'écouter. Je vous remercie. Pour son intervention. Et nous passons rapidement à la deuxième présentation avec le docteur Doumazedier qui va nous parler de la prévention de l'AVC. Merci beaucoup. Vraiment merci d'être ici. Merci. Ensemble, nous pouvons réécrire une nouvelle histoire. À chaque fois que je passe en consultation, chaque fois que je reçois des malades qui ont fait des AVC, mon cœur ne fait que pleurer chaque fois. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on pouvait éviter. Je me suis dit, pourquoi pas, ensemble, nous pouvons nous lancer avec toute la grande équipe de médecins, neurologues, neurochirurgiens, pour pouvoir apporter une bénédiction à cette nation. Ensemble, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons prévenir cette maladie. La maladie, on peut la prévenir, mais c'est toujours bon si nous parvenons à pouvoir le connaître et savoir c'est quoi cette maladie. Comme on dit souvent, un AVC. Un AVC définit accident vasculaire cérébral. Un accident, c'est comme une urgence. Et quand on parle des urgences, c'est quelque chose qu'on doit agir le plus tôt possible. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer comment les accidents de motos se passent, des véhicules. De la même manière, ça fait des dégâts. C'est de la même manière que cet accident se passe au niveau du cerveau. J'aime beaucoup la définition de l'OMS. L'OMS a donné une très bonne définition de l'AVC. Il dit que l'AVC est ce qu'on appelle un développement rapide des signes cliniques qui peut être soit localisé ou bien global. Et souvent, ces signes peuvent perdurer au-delà de 24 heures. Et certaines personnes, même, ça peut accompagner ce qu'on appelle à la mort ou bien d'autres complications. Aujourd'hui, parmi les complications de l'AVC, ça fait partie aujourd'hui des handicaps. Il y a beaucoup de littérature qui ont prouvé que la première cause d'handicap en adulte, c'est l'AVC. Ça fait partie des deuxièmes causes des troubles de la mémoire. Aujourd'hui, il y a toujours vie, et si vous êtes dans une famille, comme notre famille africaine, on dira toujours, et ceux qui ont quelque chose, on dira qu'on a fait quoi? On a essayé de pouvoir vous détruire en famille. Au niveau de cette campagne de sensibilisation, nous devons comprendre quels sont les deux types d'AVC. Nous avons ce qu'on appelle un AVC peut être ischémique ou bien un AVC hémorragique. Quand est-ce qu'on parle d'un AVC ischémique? Ischémique, c'est comme une sécheresse. Et on parle d'AVC hémorragique au niveau du saignement. Le sang, quand certains vaisseaux du cerveau, il y a une rupture, à ce moment on peut avoir un AVC hémorragique. Cette partie-ci, tout noir ici, que vous pouvez voir. Vous pouvez remarquer comment cet AVC ischémique, comme à Lingala, j'aime toujours utiliser le mot coca-oka. J'ai toujours vu des patients, pas seulement des patients, des familles des patients, que leurs membres ont fait des AVC.
Mais si tu leur poses seulement la question, quel type d'AVC que votre frère a fait, votre mère, votre tante, des fois, les gens ne savent pas. Notre plus grand souci, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre c'est quoi les différents types des AVC. Comme j'ai dit, nous avons un AVC ischémique, la sécheresse qui est là. Certains vaisseaux qui doivent remonter l'oxygène, certains éléments nutritifs au cerveau, est obstrué ou bien est bloqué. Et comme ces cellules, la plupart de nos cellules cérébrales se nourrissent grâce à l'oxygène et puis certains éléments nutritifs, quand ils n'ont pas accès à l'oxygène, directement vous allez voir cette sécheresse qui se développe tout autour là. Vous pouvez remarquer la différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique, le saignement au niveau du cerveau. Cette partie, quand j'arrive souvent, quels sont les signes d'un début d'un AVC? Et toujours vu des patients arriver chez nous à l'hôpital, souvent très tard. Quand quelqu'un développe l'AVC, il commence soit, il part dans une famille, d'autres des fois, comme nous aimons beaucoup l'église. Je n'ai jamais été contre l'église, comme nous aimons beaucoup l'église, vous allez remarquer que les gens sont partis à l'église, ils ont commencé à prier, et quand il n'y a pas d'évolution, quand les tableaux commencent à s'empirer, c'est à ce moment-là qu'ils viennent quoi? Ils amènent les patients à l'hôpital. Mais chacun d'entre nous aujourd'hui, si nous connaissons les différents signes d'AVC, nous pouvons agir à temps. Comme on a parlé au début, un AVC, c'est une urgence vitale. Et on doit agir le plus tôt possible pour soutenir ou bien sauver des vies. Nous avons des signes majeurs d'un début d'un AVC. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer la déformation de la bouche. Soit la personne, votre tante, petit frère, grande sœur, la bouche peut dévier soit à gauche ou bien à droite. Nous avons ce qu'on appelle faiblesse d'un membre. Vous allez remarquer, soit la main n'arrive pas à bouger, soit les pieds n'arrivent pas à bouger subitement. Pas seulement la déviation de la bouche, nous avons ce qu'on appelle aussi faiblesse de l'un des membres, qui peut être les membres supérieurs ou bien les membres inférieurs, ou bien ça peut être tout l'hémicorps. À part ça, nous avons ce qu'on appelle le trouble de la parole. Quelqu'un qui communiquait vraiment bien, directement vous ressentez comme s'il commence à bégayer, comme s'il a du mal à pouvoir bien articuler la parole. À part des signes majeurs, comme j'ai expliqué, un AVC c'est un accident vasculaire cérébral. Si cet accident se développe dans un territoire qui contrôle la vision, vous allez remarquer que quelqu'un qui voyait subitement, il n'arrive plus à voir. Si un AVC se développe dans un territoire qui contrôle la mémoire, vous allez remarquer que quelqu'un il ne peut plus encore vous reconnaître. Tout dépend du territoire que l'AVC s'est développé avec certains signes cliniques majeurs. Mais ce que nous devons retenir, si vous remarquez la déviation de la bouche, vous remarquez quelqu'un qui communiquait facilement, couramment, il a du mal à pouvoir bien articuler la parole. Vous remarquez ce qu'on appelle un déficit. Quand je parle de déficit, vous remarquez soit les membres supérieurs ou bien les membres inférieurs n'arrivent pas à fonctionner. Immédiatement, vous devez arriver dans un centre de santé où on peut prendre en charge. Qui peut dévier, ça peut être dévié à droite ou bien à gauche, tout dépend du site de la lésion. À part ça, l'autre signe, la main, vous pouvez remarquer, soit il est hémiplégie, il n'arrive pas à bouger, soit les membres supérieurs et inférieurs n'arrivent pas à bouger, soit il peut bouger, mais il n'arrive pas à faire le mouvement complet. À part ça aussi, vous pouvez remarquer d'autres signes qui s'ajoutent, le trouble de la mémoire, tout dépend du territoire que l'AVC s'est développé. Quand vous remarquez les signes, il y a un temps record que nous pouvons agir, 4h30. Maintenant, quand vous remarquez un début des signes d'AVC, nous avons environ 4h30 pour pouvoir agir. Et dans moins de 4h30, si vous arrivez dans un hôpital qui a toute l'équipe qui sont bien en place, l'unité des neurovasculaires, on peut prendre en charge et puis minimiser les dégâts. Qui est touché par l'AVC? Tout le monde pense que l'AVC c'est seulement réservé pour des vieux. Tout le monde pense que l'AVC seulement c'est réservé pour une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, je peux vous informer que nous tous, nous pouvons être touchés par l'AVC. Que nous soyons médecins, que nous soyons architectes, que nous soyons infirmiers, que nous soyons étudiants, que nous soyons des journalistes, nous tous, nous pouvons être touchés d'un AVC. Et si nous devons maintenant classifier au niveau des tranches d'âge, la définition de l'AVC c'est quoi? C'est un accident vasculaire cérébral.
Et même un enfant peut développer ce qu'on appelle un AVC. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ici. Conseil gratuit, avant de pouvoir de les dire oui, ou bien de pouvoir de vous marier, faites l'électrophorèse d'hémoglobine. Parce que l'une des causes aussi des AVC chez les enfants, c'est cette anémie qu'on appelle SS. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup. Oh non, je l'aime, c'est ma là. Nous aimons toujours ça. Mais nous oublions que même des enfants peuvent développer ce qu'on appelle des AVC. Certains enfants qui naissent avec les souffrances fétales, des fois d'autres développent ce qu'on appelle des AVC. Et nous recevons beaucoup de catégories de ces personnes. Que nous soyons enfants, jeunes ou vieux, nous tous nous pouvons développer ce qu'on appelle un AVC. Vous devez comprendre quelque chose au niveau des AVC ischémiques. Cette pathogénèse de cet AVC ischémique dépend de certains niveaux. Quand quelqu'un fait un AVC, son pronostic aussi dépend de tous ces tableaux ici. De l'artère qui est obstruée, de la disponibilité aussi de ce qu'on appelle des vaisseaux collatéraux. Ça n'est qu'un AVC à mouquer. Afrola qui est déjà Afrola qui AVC. Ce sont les termes des fois péjoratifs que nous avons. Au niveau de l'AVC ischémique, nous avons ces deux tableaux ici, qui fait partie souvent les mécanismes de la cause. Soit c'est par athérosclérose, soit comme on a parlé d'une obstruction, une sténose, soit par exemple, on appelle une embolie. L'embolie c'est quoi? C'est juste un petit caillou qui migre, qui va quitter soit du cœur, soit d'une partie quelconque, et en migrant, jusqu'à ce qu'il va partir, s'obstruer ou bien bloquer l'un des vaisseaux du cerveau. Parmi les termes que j'ai toujours voulu que la communauté puisse savoir, quand est-ce qu'on parle de ces trois tableaux? Aujourd'hui, les gens disent toujours, oh, il faut là qu'il y ait AVC. Mais on doit comprendre ici, quand est-ce qu'on parle d'un AVC ischémique transitoire? Un AVC ischémique transitoire, vous remarquez, Moutouassali, Bassine, Mounoko et Tengami, le beau qu'on n'arrive pas à bouger. Dans moins de 24 heures, tous ces signes sont levés. Et la personne revient comme si rien ne s'était passé. Dans moins de 24 heures, souvent on parle d'un AVC ischémique transitoire. Donc le terme n'est pas qu'Afola qui AVC. Elle a fait un AVC, mais il a fait un AVC. Mais c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique ou un AVC transitoire. À part ça, nous avons ce qu'on appelle les déficits neurologiques réversibles. Au niveau des déficits neurologiques réversibles, c'est souvent ce qui se passe. Quelqu'un fait un AVC, il a des signes. Ils arrivent au niveau de l'hôpital le plus tôt possible. On commence la réhabilitation, on commence les traitements. Dans moins de 72 heures, au plus tard, 3 jours, tous les signes sont levés. Et la personne reprend, il marche comme si tout était normal. À part ça, nous avons ce qu'on appelle irréversible. Au niveau des tableaux irréversibles, déjà au-delà d'une semaine, la personne garde ses séquelles. Et à ce moment-là, quand même, vous faites la kiné, au fur et à mesure que vous évoluez, certaines personnes gardent ce qu'on appelle les séquelles, ce qu'on appelle les déficits neurologiques. Au niveau de ce qu'on appelle les facteurs l'étiologie, j'ai souvent voulu diviser ça dans deux types. Les facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. Comme aujourd'hui, vous avez remarqué que la plupart d'entre nous, nous avons pris les signes vitaux. Attention. À part aujourd'hui, qui a déjà pris sa tension comme une semaine passée? Qui se lève sa main. Ok. On reprend un mois passé. 6 mois. Oh, une année alors. Vous voyez que parmi des facteurs modifiables, nous avons ce qu'on appelle l'hypertension. La tension, c'est quoi? La tension est définie, c'est la pression des sang au niveau des vaisseaux. Et si cette pression est tellement élevée, on parle de quoi? De l'hypertension. Et beaucoup d'entre nous, j'ai toujours vu d'autres personnes qui me disent, docteur, ceux qui n'ont qu'à la tension est matara. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas la tension, ça est matara. Mais pourquoi nous avons peur? Il est plus primordial de pouvoir savoir notre état et de pouvoir prévenir. Certains des jeunes, ils aiment beaucoup les chichas. Ils te diront que moi je ne fume pas, je ne prends pas ça, mais les chichas, ils aiment beaucoup ça. Notre alimentation. Beaucoup d'entre nous aimons des marches. On part des marches, comme vous allez voir aujourd'hui, un samedi, dimanche. Après ça, quand on retourne après marche, c'est quoi?
ngoulou, tout ce qui est trop huilé, trop graissé, les mayonnaises, on préfère toujours en prendre. Mais nous ne savons pas comment, quand le taux de cholestérol, le mauvais cholestérol n'est pas contrôlé l'organisme, ça fait partie des causes. Comment? C'est simple. Beaucoup d'entre nous ont déjà lavé les assiettes. Qui lave les assiettes déjà? Ah, même les garçons, ça c'est ce qui me fait plaisir. Quand on lave les assiettes, vous pouvez remarquer comment tout autour des assiettes, quand une nourriture qui est tellement très huilée, comment l'huile reste tout autour des assiettes. C'est de la même manière, des fois, au niveau de nos vaisseaux, certaines de ces huiles peuvent rester. Et au fur et à mesure, ça s'accumule. Ça peut maintenant se détacher un jour pour créer ce qu'on appelle l'embolie, ou bien créer un blocage, ce qu'on appelle sténose. Moi, j'ai toujours dit, et surtout nos mères, des fois, quand ils préparent les légumes, ils aiment toujours mettre beaucoup d'huile, surtout les pondos. Ils mettent vraiment de l'huile. Vous devez voir vraiment la quantité de l'huile tout autour. Nous devons chercher à savoir comment contrôler tout ça. Le taux de glycémie. Combien d'entre nous, dans 3 mois passés, nous avons déjà vérifié même la glycémie? Parce que ça fait partie des facteurs de risque modifiables pour prévenir ce qu'on appelle un AVC. À part des facteurs de risque modifiables, nous avons des facteurs de risque non modifiables. Au niveau des facteurs de risque non modifiables, imaginez que vous avez déjà un antécédent d'un AVC. Vous avez déjà souffert d'un AVC. Ça fait partie des facteurs non modifiables, que vous pouvez encore développer notre AVC. Vous pouvez avoir papa, maman, grande sœur qui a déjà développé un AVC. Ça fait partie déjà des facteurs qui peuvent encore développer un deuxième ou bien un troisième AVC. Ce qui fait que quelqu'un qui développe le premier AVC, et après ça, vous voyez, après moins d'une année, il développe encore un autre AVC. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais informé ça. Que si tu as déjà développé un AVC, ça fait partie des facteurs que tu peux encore développer un autre AVC. Notre plus grande campagne, c'est aider cette communauté à comprendre c'est quoi exactement cette maladie et comment nous pouvons parvenir à gérer. Le deuxième, ce sont des facteurs qui influencent les pronostics, tels que la pression artérielle, la température ou bien la glycémie. Troisième, certains traitements. Quand vous arrivez le plus tôt possible, tout dépend du traitement spécifique qu'on utilise pour pouvoir sauver la vie du patient. Et à part ça, nous avons le traitement des complications secondaires qui est très néfaste. Et à part ça, ce qu'on appelle la rééducation aussi. Beaucoup de personnes qui ont fait des AVC, des fois, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, ils ne savent pas c'est quoi les pronostics, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il peut faire exactement. Et beaucoup de familles sont comme ça dans le flou. Ils ont des personnes qui ont développé des AVC, mais ils ne connaissent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir ces différentes personnes. Pour les médecins qui sont ici dans la classe, ou bien le corps médical, ou bien des personnes qui auront un jour quelqu'un qui a développé un AVC. Comme j'ai dit, nous tous, nous sommes sujets à pouvoir développer l'AVC. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais nous pouvons prévenir cette maladie. Si ça arrivait, il y a parmi ces examens très spécifiques, tels que par exemple un scanner cérébral, qui est important pour savoir, pour confirmer les diagnostics. À part ça, nous avons d'autres bilans qu'on demande aussi pour nous aider exactement à savoir si le patient présente un problème de coagulation ou pas. Ça, c'est juste des images que j'ai dû sélectionner pour voir comment les images pouvaient remarquer ces différents patients qui développent des AVC. Quand on fait par exemple l'IRM, vous pouvez voir les lésions cérébrales. Et cette lésion, vous pouvez penser que c'est minime, mais les dégâts sont réels. Souvent, en fonction de mon expérience, des fois, je reçois des patients qui arrivent chez moi et on me dit, il avait fait l'AVC. On est passé dans un centre de santé spécifique. Arrivé là-bas au centre de santé, la manière qu'on a géré, au lieu de pouvoir sauver les patients, plutôt on a fait quoi? Ils ont encore détruit les patients. Ça, c'est très important. Quand un patient arrive aux urgences, bien quand vous amenez quelqu'un aux urgences, on doit rechercher ce qu'on appelle toutes ces complications vitales. Est-ce que les patients présentent un trouble respiratoire, problème de l'attention ou pas? Il y a des patients qui arrivent des fois aux urgences ou bien qui arrivent à des hôpitaux quand ils font leurs AVC. Ils arrivent là-bas, tension matin qui n'aille. Et d'autres personnes avec des signes de latéralisation, quand on commence à pouvoir baisser la pression artérielle brutalement, on peut endommager beaucoup d'autres cerveaux, d'autres cellules du cerveau. En fonction des recommandations, si quelqu'un fait un AVC ischémique,
s'il présente une tension au-delà de 200, 100 on peut baisser. Mais moi j'ai vu des personnes qui présentaient des tensions au niveau de 150, il a fait son AVC, directement on donne les Lasix. Pourquoi n'est pas recommandé de pouvoir donner certains antihypertensiens pendant la phase aiguë, à moins que la tension ait augmenté? Parce que quand il y a obstruction, certaines cellules qui sont obstruées, on parle de ce qu'on appelle le système d'hyperperfusion. Et ce qui se passe, vous allez remarquer que quelqu'un a fait un AVC, juste mettre le boko, non, ça l'a été, vous mettez le centre de santé directement, le boko, le colo, monoko, jusqu'à ce que même des fois il entre en coma. Pourquoi? Parce que, retenez au début, l'AVC, surtout l'AVC ischémique, dépend pas seulement de l'artère obstruée ainsi que des vaisseaux collatéraux. Quelles sont les mesures préventives? Nous tous nous sommes dans la salle ici. Si nous voulons prévenir cette maladie, si vous fumez, hein, ça, vous devez stopper. Et comment stopper? Des fois, certaines personnes qui sont déjà dépendantes, c'est très compliqué. Éviter l'excès de l'alcool. Nous devons introduire ce qu'on appelle l'activité physique dans notre quotidien. L'activité physique ne doit pas être seulement, l'exercice physique ne doit pas être seulement une fois le mois, qu'on organise une marche de santé, nous partons et puis nous revenons. Non. Mais plutôt, nous devons faire un effort, même à la maison, marche brisque, nous devons introduire ça pour pouvoir façonner notre organisme. Apprendre à mieux affronter le stress. Probablement, nous allons parler de notre sujet prochainement, comment gérer le stress. Retenez qu'on ne peut pas éviter le stress, mais on peut parvenir à faire quoi? À gérer. Pour les femmes, surtout les femmes qui utilisent des méthodes de contraception, tout ça, vous devez vraiment parler avec votre gynécologue pour voir lesquelles est favorable pour vous. Parce qu'il y a certains aussi qui augmentent la pression artérielle. L'autre chose que nous devons savoir, aujourd'hui nous avons des personnes qui aiment beaucoup les sels. Quand on prépare, si il ne coûte pas vraiment, ou bien le goût n'est pas vraiment salé, il ne peut pas manger. Mais nous devons faire un effort de vraiment réduire ou bien de manger moins salé et de prendre beaucoup de légumes et manger beaucoup de fruits. Entre les légumes que nous voyons ici, entre tout ce qui se passe au niveau de vivres faits, vous comprenez que c'est vraiment différent. Et ensemble, nous pouvons parvenir à trouver des solutions, si et seulement si nous sommes vigilants. Ceux qui sont déjà hypertendus, ou bien ceux qui sont déjà diabétiques, il est recommandé de pouvoir prendre ces médicaments, puis de respecter tout ce que le médecin vous a demandé de faire. Parmi les recommandations, j'aimerais que chacun d'entre nous ici, cette salle, quand on va sortir, la première chose, nous devons vérifier notre pression artérielle au moins une fois le mois. Des fois dans la vie, nous sommes parfois à l'origine de notre propre problème. Beaucoup de choses qui nous arrivent, parfois nous sommes nous-mêmes responsables. Ça me fait toujours de la peine quand je vois des gens développer des maladies, surtout des AVC, que nous pouvions sauver. Et quand vous suivez, des fois, ils n'ont pas une information. Ce n'est pas de leur faute. Mais merci beaucoup à vous de participer à cette formation parce que vous pouvez amener cette information. Et ensemble, nous pouvons parvenir à réduire vraiment ces fardeaux ici. Si aujourd'hui quelqu'un développe un AVC, vous pouvez voir comment toute cette vie, toute la famille part. Si c'est un homme, vous voyez comment la famille est détruite. Si c'est une femme, on dit que ce sont des femmes qui gèrent les foyers. Si c'est une femme qui développe un AVC, vous voyez comment tout le foyer est par terre. Mais nous pouvons éviter ça si et seulement si nous respectons certains principes. Je vous dis et je vous remercie. J'espère qu'il y a bel et bien des questions, mais nous allons prendre les questions après la troisième présentation qui sera faite par le docteur Chouza, qui nous parlera de la conduite à tenir face à un AVC. Merci beaucoup. Moi, c'est docteur Chouza, comme vous l'avez remarqué. Je ne suis pas neurologue comme mes prédécesseurs, je suis neurochirurgien. Donc, je vais beaucoup plus m'atteler sur l'aspect chirurgical de la prise en charge de l'AVC. Sur le plan épidémiologique, l'AVC reste un problème de santé publique, comme vous le remarquerez dans notre société. Aussi, au niveau mondial, ça reste la première cause d'handicap physique, ça reste la deuxième cause de la démence
et ça reste une troisième cause de mortalité après les cardiopathies. Les maladies cardiovasculaires, les gens qui ont des maux de tête régulièrement et ils ont un genre d'aura tout autour d'eux, ils sont exposés à faire des AVC. Les filles ou les dames qui consomment les produits contraceptifs à base d'œstrogène et progestérone, même s'ils sont avec leur gynécologue, ils devront obligatoirement, à partir d'un certain âge, après 30 ans, vous devrez commencer à voir le cardiologue. Obligatoirement, j'ai bien dit. Bien sûr, il y a des signes cliniques qu'on aura à voir plus loin. Can you pass, please? Yes. Et ici, je ne vais pas vous embêter avec ceci. Les vaisseaux, les artères qui vont vers le cerveau afin que le cerveau puisse avoir les nutriments ou à manger, si je peux dire ainsi, ça part du cœur. Principalement, nous avons les carotides et deuxièmement, nous avons les artères vertébrales qui vont se résumer en tronc cérébral et ça formera ce qu'on appelle le polygone de Willis. C'est la circulation. Par rapport aux antécédents, il faudra interroger l'âge du patient, il faut voir les facteurs cardiovasculaires s'il y en a, si le patient a déjà fait un AVC ou pas. Comme on disait tout à l'heure, un patient qui a déjà fait l'AVC, il n'est pas exclu qu'il ne fera pas encore l'AVC. Dans ma pratique médicale, il y a des patients que j'ai connus qui ont fait l'AVC 3 fois. Et la 4e fois, le dernier patient que j'ai vu la semaine passée, il a fait l'AVC la 4e fois. Cette fois-là, ça l'a emporté. Mais à chaque fois, il s'en sort, il marche, il reprend la vie, il parle correctement. Mais on s'était habitué, on s'est dit, il fait toujours des AVC et il s'en sort. La semaine passée, ça n'a pas tenu. Alors, par rapport à la prise en charge de l'AVC ischémique, l'AVC, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. Il faut toujours prévenir au lieu de guérir. La vraie médecine est celle qui est basée sur la prévention. Nous ne sommes pas là pour vous laisser tomber dans des situations compliquées afin que vous veniez pour qu'on vous prenne en charge. Le premier pas de la médecine, c'est faire la prévention. Faire par tous les moyens que les gens n'arrivent pas à tomber dans des situations compliquées. Donc, la prévention primaire, c'est il faut voir tous les facteurs de risque. Les gens qui font l'hypertension, ils doivent voir le cardiologue, se prendre correctement leurs médicaments. Il ne faut pas suivre à la cité ce qu'on nous dit. Il y a toujours des gens qui apparaissent après X temps, ils vous diront, moi je ne fais pas traîner cette maladie. Je te donne une solution à base de racines, tu prends un verre matin, un verre le soir, pendant une semaine, tu ne prendras plus jamais tes médicaments. Ces gens-là sont les gens qui détruisent. Ils le font et pour l'hypertension et pour le diabète. Et ils détruisent la population. Donc là, c'est au niveau de la prévention primaire. Voir tous les facteurs de risque. Vous qui ne faisiez pas de gymnastique, vous ne pouvez pas faire le sport une fois par semaine. C'est impossible. Vous pouvez faire une fois par semaine quand vous êtes dans le groupe, le samedi souvent, comme on voit les gens qui marchent, mais vous pouvez avoir un minimum de 3 fois par semaine faire le sport à la maison. Vous vous réveillez, prenez 15 à 20 minutes en faisant le sport. Dans votre chambre, vous trouverez toujours de l'espace. On ne vous demande pas d'aller faire le pompage, c'est un peu trop. Vous pouvez sauter la corde, vous pouvez avoir un vélo où vous roulez sur place, ou vous sautez sur place. Il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire. Au lieu d'attendre que le week-end, et ce week-end-là, quand vous terminez, vous allez vous bourrer de cholestérol, des aliments plein de cholestérol, c'est pas bien. Au niveau du traitement, quand le patient a déjà fait l'AVC ischémique, nous avons ce que nous appelons thrombolyse. La thrombolyse, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à donner un médicament qui va faire dissoudre le caillot qui a bouché le vaisseau.
Ici, localement, tout comme dans le monde, nous avons un médicament que nous appelons... Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. En arrière. Non, là tu avances. Reviens en arrière. Voilà. Tu peux. Le médicament, ça s'appelle Actilise. C'est écrit là. C'est un médicament, il faut bien calculer la dose en fonction du poids et en fonction de la taille du thrombus ou du caillot qui bouge. On donne ces médicaments à des petites doses, il arrive à dissoudre petit à petit le caillot et la circulation va reprendre. Il y a une deuxième technique qu'on appelle thrombectomie. Quand le patient a déjà fait l'AVC ischémique, il y a ce qu'on appelle thrombectomie. On entre avec un cathéter au niveau inguinal, donc au niveau du pli de l'aine. On remonte progressivement jusqu'à arriver dans le cerveau. On a un écran sur lequel on est en train de suivre ça. À HJ, on a cet appareil-là, ça s'appelle CatLab. On a déjà pratiqué ça une fois avec un Marocain qui avait amené le matériel. Ce sont les consommables qui nous manquent. Ce cathéter, il arrive, il est comme ça, il traverse le caillot et il a un genre de parapluie, ce que vous voyez là. Ça entrelace le caillot et on le tire à partir de là jusqu'à les sortir au niveau inguinal. Ça s'appelle thrombectomie, c'est-à-dire on coupe, on fait une ectomie, on enlève le caillot de sang. La thrombectomie doit être réalisée bien sûr dans un centre bien spécialisé qui a l'appareil CatLab comme nous l'avons ici à HJ. Et c'est la neurologie interventionnelle ou le radiologue interventionnel qui le fait. Par rapport au devenir, actuellement, il y a de l'espoir dans la prise en charge. Mon prédécesseur a parlé des cellules qui ne se régénèrent pas. Oui, il y a des cellules qui ne se régénèrent pas, mais actuellement, notamment en Turquie, ils ont utilisé ce qu'on appelle les cellules souches. Ce sont des cellules multipotentes qui ont la capacité de se transformer en n'importe quelle cellule du corps. Ces cellules-là, on peut les implanter là où il y a nécrose, là où il y a déficit, et ils vont se développer, ils développent les nouvelles cellules cérébrales. Je dis et je vous remercie. Merveille, étudiant en sciences infirmières pédiatrie. Alors, par rapport à l'exposé du docteur qui a parlé sur la prise en charge des AVC, j'avais un peu réfléchi sur les étiologies que vous avez essayé de montrer sur les slides. Mais il y a une question qui me paraît un peu étrange. En première année, nous avions assisté à un cas d'un monsieur qui est tombé dans un tableau de l'AVC pendant l'acte sexuel. Alors, dans les étiologies, bon, je n'ai pas remarqué cela. J'aimerais bien savoir, y a-t-il une corrélation entre l'acte sexuel et l'AVC? Corrélation entre l'acte sexuel et l'AVC. Déjà, je peux répondre à cette question. Peut-être que je vais me compléter, Dr. Abdul. He's asking to know exactly sexual acts. If people, they saw that some people was developing a stroke after doing intercourse. Is there any relationship between both things? Je vais commencer, puis les autres vont répondre. Déjà, avec l'acte sexuel, nous avons ce qu'on appelle l'augmentation de la pression artérielle. C'est les premiers mécanismes que nous avons. Vous pouvez remarquer que beaucoup, pendant ce moment, si la pression artérielle n'est pas bien contrôlée, il peut y avoir ce qu'on appelle une rupture de vaisseau ou bien il peut créer une embolie. Et d'autres aussi, des fois les cœurs. Pendant l'acte sexuel, ce sont des forces. Or, si quelqu'un, son cœur n'arrive pas à supporter, peut envoyer ce qu'on appelle un caillou, créer ce qu'on appelle l'embolie. Je pense que le docteur a bien expliqué. Quand on est en train de faire l'acte sexuel, on fournit beaucoup d'efforts. Et en fournissant beaucoup d'efforts, normalement, tout le monde augmente la pression artérielle. C'est-à-dire,
vous fournissez de l'effort et la pression artérielle augmente. Mais si vous êtes quelqu'un prédisposé, vous avez un problème d'athérosclérose, vous êtes quelqu'un qui ne fait pas trop de gymnastique, mais vous avez pris votre Viagra et vous voulez prouver à la fille, du moment où vous n'êtes pas quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts, vous n'êtes pas adapté à faire ce genre d'efforts, vous allez vous retrouver dans des situations où vous faites l'AVC. Donc, c'est tout à fait logique que les gens qui, le plus souvent, suivent ceux qui font l'AVC, soit il est hypertendu, soit c'est quelqu'un qui a commencé à avancer en âge et il a pris des médicaments pour faire preuve de masculinité. Ce n'est pas du tout conseillé, ça. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui en consomment, mais ce n'est pas du tout bon. Je serais un grand de ne pas ajouter un coup de chapeau à nos chers maîtres, de nous avoir enrichir scientifiquement. J'ai deux préoccupations. La première, quelles sont les indications de la neurochirurgie? Et puis, la deuxième, c'est par rapport à la gestion de l'hypertension artérielle. J'ai suivi les orateurs dire qu'il faut baisser la pression artérielle pour éviter l'hypoperfusion au niveau cérébral. Alors, lorsque la tension est normale, nous avons vu à la cité des gens augmenter la tension. Est-ce que cette pratique est bonne ou pas? Merci. Je réponds à la deuxième question. Les indications de neurochirurgie, je vais remettre ça au neurochirurgien. Au niveau de la présentation, la tension, on ne doit pas baisser ça. C'est ça les termes que j'ai utilisés. Premièrement, à moins que si la tension dépassée autour de 20, ça, vous pouvez baisser avec les antihypertenseurs. Mais si la tension, quelqu'un fait un AVC, la tension présente par exemple 160, 170, 180, il n'est pas recommandé de pouvoir baisser ça. Imaginez, j'ai déjà reçu des patients qui font des AVC, surtout ischémiques, et la pression artérielle est normale. À ce moment-là, on ne fait rien. Parce que c'est juste son organisme a compensé à ce niveau-là. On ne fait rien, on ne bouge pas. Mais ce qui est recommandé, si quelqu'un fait un AVC ischémique, souvent dans beaucoup de centres, ou bien il a la pression artérielle 160, vous arrivez là, on prend les Lasix combien? 80, ou bien on prend beaucoup de médicaments, on donne. En baissant comme ça, on crée maintenant ce qu'on appelle une hypoperfusion, qui peut encore détruire d'autres cellules et endommager encore le cerveau du patient. Par rapport aux indications chirurgicales dans le cas d'AVC, l'AVC ischémique, vous verrez que les images que j'ai montrées, c'est un AVC ischémique qu'on qualifie de grave ou de malin. Il y a des AVC ischémiques qui sont bénins, c'est-à-dire il y a encore un peu de sillon qu'on peut voir et l'hypertension intracrânienne peut être gérée sur le plan médical. Mais quand le traitement médical échoue et que nous continuons à voir les signes de compression ou d'hypertension intracrânienne, en ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle la craniectomie. Mais par rapport à l'AVC ischémique de manière générale, je parlais de la thrombolyse. La thrombolyse, ça se fait de manière systémique. Dès que vous constatez l'AVC, vous essayez avec la thrombolyse. Et si la thrombolyse ne réussit pas, vous pouvez passer à la thrombectomie. Mais il y a des gens qui combinent la thrombolyse et la thrombectomie en même temps. C'est-à-dire ils utilisent le produit qui fait dissoudre le caillot, d'une part, et d'autre part, ils utilisent un cathéter qui entre par l'artère fémorale remontant jusqu'au cerveau pour tirer le caillot. Par rapport à l'AVC hémorragique, nous faisons la chirurgie quand on ne sait pas gérer non plus sur le plan médical. Il y a des AVC hémorragiques qu'on gère avec le médicament et le patient guérit. Mais si on n'arrive pas à le gérer sur le plan médical, nous le prenons chirurgicalement. Si l'AVC hémorragique, deuxièmement, il est accompagné d'une inondation intraventriculaire, en ce moment-là, nous mettons notre drain qu'on appelle EVD, donc le drainage ventriculaire externe. En français, c'est DVE. Voilà, c'est drainage ventriculaire externe. Nous mettons ça pour drainer le sang tel que j'ai montré tout à l'heure. C'est ça les indications chirurgicales de l'AVC. Une autre question? Donc, puisque ça parle de sport, ma question va essentiellement être orientée dans ce sens. Quels sont les risques qu'ont des sportifs de développer l'AVC? Parce qu'en parlant de
mettre en place les... comment je peux dire, des stratégies ou faire des sports régulièrement, ça fait comme si les sportifs ont zéro risque. Je suis sportif, je sais de quoi je parle. Est-ce que nous pouvons, ça c'est peut-être la deuxième question, est-ce que nous pouvons assimiler un KO qui reçoit un boxeur à un AVC? Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà réussi un KO ici. Moi, j'ai déjà réussi un KO. Pendant 5 à 10 secondes, tu es sur les rings, mais tu ne sais pas tu fais quoi là. Tu vois des gens, mais tu ne comprends pas. C'est quoi en fait? C'est quoi l'événement? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être là et à un moment, tu entends le bruit, mais c'est comme ça vient de loin. Tu ne vois rien devant toi en fait. Oui, donc après un moment, tu te réveilles, tu te dis, oh oui, je suis dans une compétition. Et là, tu te rends compte que c'était un KO. Est-ce que ça peut être assimilé à un AVC ou c'est une situation, je ne sais pas, autre ou extra qui survient en ce sens? Voilà. Et comme on va parler sur de certains sujets, tels que des crises convulsives aussi. Pas seulement les crises convulsives, nous allons parler de ce qu'on appelle aussi des lésions de contre-coup. C'est quoi les lésions de contre-coup? Vous voyez, notre cerveau, le docteur tout a bien expliqué, nous avons ce qu'on appelle la boîte crânienne, lorsqu'il est là. Il a bien expliqué ça. Et puis, à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle le cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'on puisse vous taper très fort, le cerveau puisse avoir un choc. Vous voyez, le temps que le cerveau puisse bouger, cette activité électrique qui se passe au niveau du cerveau peut être perturbée pendant quelques secondes. Et cette perturbation peut créer ce qu'on appelle, là où les gens s'évanouissent, vous pouvez vous évanouir, d'autres qui peuvent présenter ce qu'on appelle comme absence, les tableaux d'absence. Souvent, ça arrive aussi au niveau des enfants. Vous allez voir des enfants, ils peuvent rester... Ming, ma maman appelle ça cette information. Arrive à Négarabou. Il ne faut pas rester une minute comme ça, vous bougez, après ça, il se ressort. Tout ça, ça arrive souvent quand on reçoit ce qu'on appelle des lésions de contre-coup qui peuvent survenir. Donc, tout dépend de chaque élément. D'autres personnes aussi, quand on tape un coup très fort, on peut avoir ce qu'on appelle des AVC hémorragiques. Imaginez l'un des vaisseaux qui était là, avec cette pression, il y a une rupture directement, ça commence à saigner. Ce qui arrive souvent, ce qu'on appelle des commotions, ce sont des termes médicaux, après un traumatisme, tel que soit à la moto. Vous voyez, aujourd'hui, il disait à mon épouse en disant, j'aime pas monter la moto, que les taximens lui montent, ils font un casque, et moi derrière, je n'ai pas de casque. Parce qu'il y a un accident, lui, il va sortir vivre avec son cerveau. Alors que moi, quand je vais tomber par terre, cette lésion de contre-coup, je vais essayer d'obtenir une chose à compléter. Donc, quand vous recevez un coup ou un KO pendant le sport, en termes médicaux, nous appelons ça commotion cérébrale. Donc, c'est un ébranlement du cerveau. Le cerveau a été secoué et il est perturbé pour un petit moment. Il peut arriver que le coup était fort, ça peut être perturbé pendant longtemps. Il y a une deuxième raison, quand on vous donne un coup au niveau du cou, là, ça ne sera pas le cerveau qui est touché directement, mais nous avons de gros vaisseaux qu'on appelle carotides. À l'intérieur des carotides, il y a des récepteurs. Et ces récepteurs-là, s'il est perturbé, vous allez perdre connaissance quelques minutes. C'est le deux sens où on peut expliquer le chaos. Et le risque d'AVC chez les sportifs n'ont pas zéro risque. Mais ils ont très peu de risques de faire les AVC. Vous diminuez le risque de faire l'AVC, vous diminuez ça par 3. Quand quelqu'un ne fait pas le sport, il a 3 fois le risque de faire l'AVC par rapport à celui qui fait le sport. Mais vous n'avez pas zéro risque, vous les sportifs compétitifs. Nous sommes tous sportifs, mais vous êtes sportifs compétitifs.